Comment faire quand on est obligé de rester dans une situation toxique ou dans une relation toxique? Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement et vous donner quelques conseils pour agir, vous comporter et être dans cette relation le temps de la transition, c'est-à-dire le temps que vous preniez une décision ou que vous soyez prêt à partir. Alors effectivement, je vais aller assez droit au but, hein. Lorsque vous êtes dans une situation toxique, vous le savez, on vous dit généralement fuyez. Moi je ne dis pas fuir, je dis qu'il fait effectivement prendre de la distance avec la personne qui est à l'origine de cette relation toxique et ou de cette situation toxique. Donc il faut absolument vous en éloigner parce que il en va de votre survie psychique. Parce que quand on est face à une personne toxique, pour nous, qu'elle soit perverse ou pas, on va forcément en pâtir. Notre esprit va en pâtir. Être agressé comme ça, à longueur de journée ou régulièrement, suivant ce qu'on appelle le cycle de la violence, quand on est dans une relation dysfonctionnelle avec de la violence, eh bien forcément, au bout d'un certain temps, l'esprit est complètement déstructuré. On peut perdre contact avec soi, être complètement perdre son identité aussi. Et puis on peut être complètement déstructuré et puis vivre de plus en plus mal, peut-être une dépression ou un burn-out ou des passages à l'acte que l'on n'aurait pas forcément eu si on était dans une relation saine. Donc en fait, on est face à toutes sortes de risques quand on est avec une personne toxique. Donc le risque premier, c'est pour notre psychisme, pour notre intégrité psychique en fait, et donc notre santé mentale. Donc il faut effectivement partir un jour ou l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la perspective dans sa tête qu'un jour ou l'autre on va partir, quand bien même on ne le peut pas tout de suite. Alors on va voir les conseils que je vais vous donner là, mais sur plusieurs plans. Alors je vais parler d'abord du plan stratégique au niveau relationnel avec cette personne, c'est-à-dire qu'il faut commencer à penser au moment où on va partir et donc préparer son départ. Un départ, surtout dans une relation de couple, ça ne se fait pas comme ça. Et même avec les relations familiales, une mère, un père, un frère, une sœur ou un ami, relation amicale, un voisin, etc. On ne part pas comme ça de la relation. Il faut une préparation pour pouvoir partir en toute sécurité. Et puis pour avoir les moyens financiers, matériels de partir. Et puis psychiquement peut-être pour pouvoir donner à son esprit le temps de s'habituer au fait qu'il va devoir partir, peut-être aussi se préparer émotionnellement. Voilà, donc se préparer dans tous les sens du terme. Je trouve que c'est intéressant de vivre cette période de cette manière, en étant dans la préparation. Quand bien même cette préparation va durer 3 ans, 4 ans, je ne vous le souhaite pas, mais parfois on est obligé. Peu importe, ne culpabilisez pas si ça dure longtemps, vous faites ce que vous pouvez, ce dont vous êtes capable. Et Dieu sait si quand on est dans une relation toxique, une relation violente, eh bien on est souvent dans la sidération, c'est-à-dire un état qui fait qu'on est complètement sclérosé, on est incapable d'agir, notre esprit n'a pas la présence d'esprit justement, a du mal à se défaire de l'instant et du choc qu'il vit, de cet effroi, où il ne comprend pas, c'est-à-dire il ne comprend pas que ça soit possible que d'être violenté alors qu'il s'agit de notre propre parent, de notre propre enfant, de notre propre frère, c'est de liens du sang ou de liens d'engagement.
par le mariage ou une vie commune, etc., des liens amoureux. Donc, l'esprit ne comprend pas. Donc, il reste sidéré un certain temps. Il peut rester sidéré longtemps, surtout que les personnes perverses manient très bien le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'à chaque fois à chaque crise, après chaque crise, il va y avoir une sorte de ce qu'on appelle la lune de miel dans le cycle de la violence. C'est-à-dire que de nouveau, tout ira bien. De nouveau, la personne perverse va se montrer affectueux, gentil, tout ce que vous avez toujours voulu avoir, ou alors va demander pardon, ou alors va s'excuser. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui fait que souvent les victimes se disent « Ah ben, il ou elle n'est pas si méchante que ça, finalement. Je me suis trompée, j'ai mal perçu les choses. Finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas pervers. Mais simplement, bon, elle a ses humeurs. Ou alors, elle a tel problème. Ou alors, c'est parce qu'elle prend tel médicament. Ou c'est parce qu'elle boit. Quand elle boit pas, elle n'est pas comme ça. Ou alors, c'est parce qu'elle est mal influencée. Voilà. On trouve toujours des excuses. Alors qu'en fait, on a toujours le choix. Et quand bien même il y a des facteurs qui peuvent influencer l'état des personnes jusqu'à effectivement les rendre agressives. Quand on entre dans la violence, quand on passe à l'acte, même la violence morale, psychologique, c'est aussi un passage à l'acte, eh bien c'est un choix. On a toujours le choix d'être violent ou pas. Et c'est exactement le cas, c'est exactement la même chose pour les pervers narcissiques. Donc on ne peut pas excuser comme ça tout le temps les personnes violentes, voyez, qui se montrent violentes. C'est un comportement, la violence, donc beaucoup de personnes peuvent l'être, mais les pervers narcissiques ont une violence qui est particulière. Ce n'est pas une décharge d'énergie parce qu'ils sont énervés, comme pourrait l'être n'importe qui, ou parce qu'ils ont une mauvaise nouvelle, ou parce qu'ils sont dépendants d'un produit toxique, d'un produit, etc., ou d'un comportement. Il y a un but à cette violence, c'est de détruire l'autre. L'autre qu'ils considèrent, ils ont un rapport à l'autre qui est un rapport à objet. C'est-à-dire que l'autre n'est pas une personne, c'est un objet, un outil, et donc ils veulent ils prennent l'autre pour leur esclave ou leur souffre-douleur. Mais la personne sur laquelle ils vont se défouler, vous voyez, quelque chose, on va dire, puisque c'est une relation à objet, mais ils ne prennent pas l'autre pour une personne. Et ils n'attendent pas des rapports avec les autres, qu'ils considèrent donc comme des objets ou des outils, un partage. Ils attendent de l'autre simplement de pouvoir les soumettre pour être tout-puissant être influent sur leur façon de penser, etc. Et puis rendre l'autre soumis. C'est ce qu'on appelle l'emprise. Voilà. Les relations pour eux sont forcément des relations de domination. Il n'y a pas de relation de partage, ça n'existe pas. L'amour n'existe pas pour les pervers narcissiques. Donc en fait, évidemment, ils mentent beaucoup et puis ils jouent beaucoup, ils miment toutes ces émotions et tous ces sentiments qu'ils ne connaissent pas à la perfection. Ils les miment à la perfection. Donc vous pouvez, si vous le regardez ça très très grossièrement, vous dire « Ah ben non, non, oui, il m'a dit, elle m'a dit, mais non, mais... » Ils vont vous dire « Mais regardez comment ils agissent. Qu'est-ce que l'amour pour eux ?» Donc en fait, je ferme la parenthèse. Voilà. C'est-à-dire que le but pour ces personnes est de mettre l'autre sous emprise, de le garder prisonnier pour pouvoir le soumettre à merci et puis pouvoir se défouler par la violence sur l'autre. Voilà. Il n'y a pas du tout de partage. Tout le partage du début, ce que vous pensiez être du partage, était simplement un test et une période de séduction pour vous mettre sous emprise, c'est tout. Voilà. Donc la première phase, c'est d'abord de vous préparer, le premier aspect, c'est l'aspect préparation. Vous préparez à tous les niveaux. Alors, vous préparez à quoi concrètement?
à un départ, donc essayez de trouver un logement. Si vous avez des enfants, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil, un moyen de vous sortir de là, donc financièrement. Et évidemment, tout cela sans rien dire à cette personne toxique, évidemment. Si vous commencez à lui dire que vous allez partir, c'est-à-dire ne pas lui dire que vous allez partir sérieusement. Peut-être que dans des disputes, vous avez pu le dire, évidemment. Quand on se dispute, on dit, bon ben voilà, moi je vais partir, etc. Mais à ce moment-là, partir secrètement, c'est-à-dire préparer votre coup sans rien dire. Voilà. Il vaut mieux rien dire puisque, je vous le dis tout net, la séparation va faire que vous allez être rejeté et la violence va monter d'un cran. Voilà, vous allez subir des menaces pendant justement cette séparation. Donc il faut vous préparer aussi psychiquement. Il faut déjà être bien préparé au niveau matériel et financier pour pouvoir partir, mais il faut aussi se préparer psychiquement et avoir des ressources, des personnes ressources pour vous aider à tenir le coup dans cette période de transition où la violence justement est à son comble. Alors n'ayez pas peur quand je vous dis la violence est à son comble, mais il vaut mieux le savoir parce que souvent les personnes qui justement ne connaissent pas bien le sujet vont vous dire partez comme si après c'était le calme plat, comme si après tout était solutionné. Alors c'est peut-être le cas si vous n'avez pas d'enfant ou s'il n'y a pas d'engagement entre vous et cette personne extrêmement toxique. Mais s'il y a un engagement comme une maison, un achat, lorsqu'il y a un attachement très fort au niveau matériel ou alors parce que vous avez des enfants, eh bien effectivement, vous savez très bien, et d'ailleurs c'est peut-être ce que vous redoutez, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur de partir, si vous le pouvez, mais qu'en fait vous pouvez avoir peur des représailles. Vous le pressentez, etc. Mais effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que ces personnes, que sont les pervers narcissiques, font tout pour vous embêter, même après la séparation, puisqu'ils ne veulent pas perdre leur proie, ce qui était leur souffre-douleur et ce qu'ils ont mis tant de temps à mettre sous emprise. Et puis les pervers narcissiques trouvent aussi des satisfactions, c'est pas uniquement des monstres comme ça qui n'ont qui ne sont que stratégiques. Ils ont cru aussi à cette relation avec vous, et s'ils n'ont pas été, si ce sont des novices par exemple, ou qu'ils sont semi-conscients, comme la plupart des personnes perverses narcissiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus trop avancés sur le chemin de la perversion, que ce ne sont pas quasiment des psychopathes, quoi, qui sont quand même assez loin de cette situation, eh bien, ils sont en semi-conscience, c'est-à-dire que eux aussi ont cru à la relation, ils ont cru que vous étiez leur âme sœur, c'est-à-dire la personne qui correspondait à tout ce qu'ils attendaient par rapport à leurs besoins, à leur idéal de vie, etc. Ils ont peut-être cru. Ensuite, ils ont tout simplement fait ce qu'ils font avec n'importe qui, c'est-à-dire la relation d'emprise est pour eux une seconde nature. Et c'est normal pour eux. C'est ce que tout le monde fait. Donc, ils ne comprennent pas ce qu'ils pensent être la loi humaine, une des lois, un des aspects relationnels chez les êtres humains. Donc pour eux, c'est parfaitement normal et ils peuvent en arriver, à d'autres choses, comme par exemple une justification intellectuelle, quand ils sont dans cette idéologie justement qui est assez caractéristique pour les pervers qui sont experts, expérimentés ou experts. Mais pour les novices ou ceux qui sont semi-conscients, c'est-à-dire qui sont entre novices et experts, qui ont des éclairs de conscience comme ça parfois, mais le reste du temps qui reste quand même endormis, eh bien ces personnes-là croient en votre relation. Ils comprennent bien que quelquefois ils vous maltraitent un petit peu, voilà, ils peuvent le reconnaître à certains moments.
mais ils préfèrent, rejeter la faute sur l'autre et donc sur vous, en vous disant que c'est votre faute, etc., que vous ne savez pas y faire, et voilà. Voilà, c'est leur mécanisme de défense qui joue à fond là-dedans. Même s'ils ont de la conscience, ils préfèrent ne pas voir tout cela et ils seront incapables d'avoir un dialogue vraiment sensé avec vous là-dessus parce qu'ils ne veulent pas reconnaître jusqu'au bout ce qu'ils font. Voilà. Et peut-être, en général, ils ne veulent jamais le reconnaître et ça s'aggrave plutôt, la perversion. Voilà. Ça s'aggrave, ça évolue, en fait. En général. Donc, préparez-vous matériellement à quoi? Eh bien, à accumuler des preuves. Surtout si vous êtes en couple avec des pervers narcissiques, avec un pervers narcissique ou une perverse, eh bien, il faut essayer d'accumuler des preuves. Pourquoi? Pour porter plainte ensuite. Et pourquoi est-ce qu'il faut porter plainte? Alors déjà, pour quel motif? Ça peut être pour violence, toutes sortes de violences que vous avez subies. Souvent, les victimes n'osent pas porter plainte parce qu'elles ont peur des représailles, parce qu'elles veulent rester avec la personne, elles ne sont pas encore sûres de partir, victimes hommes ou femmes évidemment, et donc elles ne pensent pas, ou elles sont trop occupées elles sont peut-être dans la sidération, ou elles n'ont pas la présence d'esprit, ou elles ont peur d'enregistrer des conversations, de filmer des choses qui se passent, ou d'écrire un journal en écrivant, alors pas un journal sur vos sentiments, etc., mais un journal sur votre vécu, avec des faits qui pourront servir ensuite lorsque vous porterez plainte. Alors vous pouvez porter plainte pour des violences physiques que vous recevez, des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences financières, enfin de tous aspects, si vous êtes enfermé par exemple, etc. Et souvent, je le répète, les victimes ne sont pas conscientes qu'elles vivent des violences. D'où l'importance de regarder des vidéos, de se renseigner, lire des livres, écouter des personnes qui peuvent expliquer ce qu'est la violence, ce qui constitue la violence, et vous renseigner aussi sur Internet sur ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas. Pour quel motif on peut porter plainte? Alors, vous pouvez porter plainte sur la violence, effectivement, et aussi la violence morale. C'est très difficile parce qu'il faut apporter des preuves. D'où l'importance de se préparer et d'enregistrer des preuves. Quand bien même après, vous pourrez avoir tout un tas de gendarmes ou de policiers ou de juristes ou d'avocats qui vont vous décourager en vous disant que c'est interdit d'enregistrer ou bien que ça ne constitue pas une preuve, etc. Faites-le, parce que plus vous accumulerez des preuves, et ensuite il faudra faire un travail de classement de ces preuves en datant tous ces faits et gestes, et puis après de dire ce que ça constitue, quoi, en fait. Voilà, ça c'était par exemple de la violence physique, ça a eu lieu tel jour, tel moment. Et puis après, dans le journal, voilà, tel autre jour, il y avait des menaces verbales. Par exemple, les menaces de mort, eh bien en fait, vous pouvez porter plainte pour des menaces de mort que vous avez reçues. Voilà. Une privation de liberté, quelqu'un qui vous empêche de sortir, aussi. La discrimination, voilà. Donc il y a tout un tas de choses pour lesquelles vous pouvez porter plainte, et évidemment de la violence physique. Alors, accumuler des preuves pendant ce temps de préparation sans rien dire. Vous voyez, n'allez pas montrer à l'autre parce que vous êtes en colère. Regarde, là, je t'ai enregistré, tu vois. Donc maintenant, je vais aller porter plainte. Non, ne dites rien, mais faites les choses. Mais n'allez pas porter plainte tout de suite pendant que vous vivez encore avec la personne. Parce que la plainte induit que, ensuite, la police ou la gendarmerie va contacter cette personne. Donc si vous vivez avec cette personne, ça va être très compliqué pour vous. Donc il faut être parti ou sur le point de partir, c'est-à-dire vous partez le lendemain. Quand vous portez plainte, il faut pouvoir partir le lendemain. Ou bien vous portez plainte
assez longtemps après que vous êtes parti. Voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc un jour ou l'autre, il faudra partir. Vous ne pourrez pas rester indéfiniment avec une personne toxique. Je vous l'ai dit qu'il en allait de votre vie, de votre survie psychique, de votre santé mentale. Alors, se préparer d'abord, par tous les moyens. Ensuite, se défendre. C'est-à-dire essayer de trouver des parades à ce que vous vivez, qui est la violence au quotidien, même si elle n'est pas quotidienne ou vous ne la percevez pas comme quotidienne, mais vous avez quand même à supporter cette personne que vous savez pertinemment être toxique pour vous, et la supporter au quotidien, c'est pas facile. Alors d'abord, vous allez devoir marcher sur des œufs. Vous ne pouvez pas tout de go comme ça affronter de manière parfaite cette personne-là. Parce que vous n'en avez pas les moyens, souvent pas l'énergie. On le sait, les relations violentes font perdre toute énergie, puisque toute l'énergie est mobilisée pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour savoir si effectivement cette personne, vous devez la quitter ou pas, qu'est-ce que vous devez faire, etc. Donc l'énergie, elle est mobilisée là-dessus, à comprendre quelle est votre faute quand on vous reproche des choses, etc. Donc vous ne pouvez pas être partout. Hein. Donc cette énergie-là, vous la perdez à cause de tout ça. Toutes ces agressions violentes, quotidiennes, en tout cas très fréquentes, et qui n'apparaissent pas, elles sont masquées. Cette violence, elle est masquée. C'est une guerre qui n'est pas ouverte. C'est un conflit, ce que j'appelle un conflit fermé. C'est-à-dire que l'autre vous dit non, non, tout va bien, c'est toi qui as un problème. Tout va bien, je t'ai jamais agressé. Vous voyez, c'est ce genre de choses, effectivement, que vous entendez certainement tous les jours. Donc, vous perdez votre énergie à essayer de comprendre, donc vous ne pouvez pas avoir l'énergie pour vous défendre. Au contraire du pervers narcissique qui, lui, se sent tellement, le ou la perverse, évidemment, c'est un homme ou une femme, qui se sent tellement dans son bon droit, et qui, c'est lui qui agresse, donc en fait, il a de l'énergie. Et puis, il est habitué à ce genre de conflit. Il est habitué à des conflits de domination, des rapports de force, et à ce que ça soit la guerre, le conflictuel sans arrêt. Donc, pour lui, il n'y a pas de souci, quoi. C'est normal. Alors que vous vous sentez mal dans cette situation. Vous vous sentez mal à l'aise. Vous préférez une relation de partage. Donc, il y en a un qui est mal à l'aise et l'autre, non. Donc, vous voyez bien qu'il y a un malaise déjà, qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ça peut vous conforter, si vous en doutez encore, dans le fait que vous êtes dans une relation toxique, une relation violente. Donc au jour le jour, moi je vous propose de contourner les problèmes et de marcher sur des œufs. Ça, inévitablement, certaines fois, pendant les périodes de crise, il y aura confrontation, il y aura même affrontement. C'est-à-dire que vous allez devoir faire front, vous opposer, parce que vous ne pouvez pas tout contourner. Au bout d'un moment, le pervers narcissique, la perverse narcissique se rend compte et elle ou il ne supporte pas parce que il veut vous voir aller mal, il veut vous voir vous batailler. Pour lui, c'est pas amusant, c'est un peu comme un chat devant une souris. Si la souris est déjà morte, on ne réagit pas, c'est pas intéressant, c'est pas marrant. Donc, il va falloir que vous réagissiez et certaines fois, de toute façon, vous allez le faire parce que vous n'en pouvez plus. Voilà. Mais dans ces cas-là, ça sera une crise de plus. N'allez pas au bout, c'est-à-dire ne perdez pas toute votre énergie. Là, vous savez que vous allez quitter cette personne. Vous savez qu'elle est toxique, deuxièmement. Vous savez que vous allez la quitter, donc vous gardez espoir en la vie, gardez l'espoir en une autre vie après cette agression perverse. Et deuxièmement, vous savez que cette personne est réellement perverse, quand bien même quelquefois vous pouvez en douter. Donc avec ces deux certitudes, vous pouvez déjà vous sentir fort intérieurement, créer une bulle mentale, une bulle émotionnelle dans laquelle vous vous sentirez bien tout autour de vous, un peu comme une aura si vous voulez, et
pouvez imaginer que à l'intérieur de cette bulle, vous êtes en sécurité. Ça, c'est une technique de sophrologie, de méditation, en fait, bon, pour vous défendre. Visualisez cette bulle et sentez l'énergie bienfaisante qu'il y a à l'intérieur de cette bulle. Parce que souvent, quand on est dans une relation violente, évidemment, on n'est pas en sécurité, même physiquement. On a toujours peur. On est dans ce qu'on appelle l'hypervigilance. C'est-à-dire que cette peur, elle est là constamment. Évidemment, elle augmente dans les moments de crise ou lorsqu'on voit que l'autre est plus agressif et qu'on a peur, justement, qu'il commence à nous violenter, hein, que ce soit physiquement ou psychiquement. Eh bien, il y a donc cette insécurité que l'on vit au jour le jour. Donc, créez cette bulle et ressentez-vous en sécurité à l'intérieur de cette bulle. Évidemment, il faut se défendre aussi physiquement ou psychiquement des attaques en justement se rendant, en donnant pas de prise. Déjà en évitant toute attaque, c'est-à-dire éviter les sujets glissants, éviter de mettre l'autre en colère, dites oui, même si vous pensez pas vraiment oui, mais bon, pour éviter de contredire, si vous voulez, éviter de donner prise au conflit et à l'agression. Et lorsque la personne est dans l'agression, ne donnez pas prise non plus, alimentant le conflit. À ce moment-là, il vaut mieux, voyez, marcher sur des œufs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Marcher sur des œufs, détourner les conflits possibles pour éviter de la déperdition d'énergie dans des conflits complètement inutiles, pour que vous gardiez cette énergie pour réfléchir à comment vous allez partir, comment vous allez faire les démarches, derrière le dos évidemment, du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, et garder votre énergie. Alors le deuxième conseil que je vous donne donc, c'est donc de marcher sur des œufs, de détourner tous les conflits pour faire en sorte qu'ils deviennent stériles, voire même de prendre sur vous en vous donnant comme perspective, bientôt je vais partir, donc ça ira mieux. Voilà. Parce que si vous voulez, on ne gagne pas avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. On ne peut pas parler ad vitam aeternam avec lui ou avec elle parce que c'est pas la communication. C'est un rapport de force. C'est tout. Et le but est uniquement de vous faire perdre votre énergie, de vous faire tourner en bourrique, de vous faire passer à l'acte, c'est-à-dire de faire en sorte que c'est vous qui allez peut-être devenir violent, peut-être physiquement, ou bien retourner cette violence contre vous-même, c'est-à-dire peut-être passer à l'acte en vous suicidant, voyez, ce genre de choses. C'est ce que les pervers, ils essaient en fait de pousser l'autre à bout. Donc ne tombez pas dans ce jeu, marchez sur des œufs, glissez sur les os, et sachez que vous allez partir. Voilà. Alors, quel est le troisième conseil que je peux vous donner ? Le troisième conseil, c'est de vous occuper de vous. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? De prendre soin de vous. Généralement, quand on est dans une relation perverse, il n'y a plus de place pour soi. Toute la place est prise par l'autre. Il faut combler ses besoins. Il a besoin de nous constamment. Au départ, ça nous valorisait de nous occuper de l'autre, mais finalement, on se trouve dans cette impasse où finalement l'autre prend toute la place et au centre, et tout tourne autour de lui ou d'elle. Et nous, on n'existe plus, et finalement, on n'est plus qu'un objet, qu'un outil, réellement, comme l'étiquette et la définition que donne de nous le pervers narcissique. Donc, il faut absolument s'occuper de vous, évidemment, quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique n'est pas là. Prendre soin de vous, ça peut être, c'est à tous les niveaux, hein. Prendre soin de vous au niveau physique, prendre soin de votre séduction physique. Allez chez le coiffeur ou faites-vous faire des soins, des massages.
faites du sport, ou faites quelque chose qui vous fait plaisir. Allez à un spectacle, voir des amis. Alors surtout, ne vous coupez pas de vos relations, quand bien même vous n'en avez pas le temps. Trouvez à la fréquence qui vous convient, ou qui est possible d'avoir, d'absolument sortir, pour sortir de cette, de cette vie un peu vécue à 100 à l'heure. Souvent, avec les pervers narcissiques charismatiques, c'est le cas. Avec les pervers narcissiques araignées, c'est un peu différent. Mais il y a un rythme très soutenu chez les pervers narcissiques charismatiques. Et donc, on peut ne pas avoir une minute à soi. Prenez du temps pour vous. Vous pouvez justement le dire au pervers narcissique, que ce soit quand il est là ou quand il n'est pas là, quand elle est là ou quand elle n'est pas là, peu importe, prenez du temps pour vous. Vous êtes la personne la plus importante. Il faut absolument prendre du temps pour vous. Pourquoi ? D'abord, pour reprendre le contact avec vous-même. Il y a souvent une histoire de dépersonnalisation au contact des pervers narcissiques. On ne sait plus qui on est, puisque le ou la perverse narcissique nous définit, suivant ses propres critères, la manière dont elle vous a étiqueté, ou il vous a étiqueté. Donc il faut sortir de tout ça pour vous retrouver le contact avec vous, vous-même. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce qui vous définit vraiment ? Qui vous êtes vraiment ? Voilà. Et puis aussi prendre du temps et de l'espace pour vous. C'est pour ça que je vous parlais du fait de sortir et faire autre chose. Un espace différent de l'espace avec la relation perverse du coup, avec un pervers narcissique et qui est aussi une relation perverse. Il y a le pervers, mais il y a aussi cette relation qui est devenue perverse. Que lui a voulu perverse, mais que vous n'aviez pas. Que vous n'aviez pas perverti, mais c'est la relation qui s'est pervertie au contact du pervers narcissique, et du coup, vous en faites les frais, et ça devient une relation perverse. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut vous occuper de vous. Faites aussi des choses, des hobbies que vous avez, ou que vous avez peut-être oublié très souvent dans une relation violente. C'est aussi une des caractéristiques, un des aspects qui peut faire que vous allez identifier que c'est une relation toxique, c'est que vous perdez, vous abandonnez vos hobbies. Par exemple, si vous faisiez de la guitare, du chant, ou je sais pas, vous étiez dans un club je sais pas moi, je dis n'importe quoi, d'échecs ou de bowling, ou voilà, vous étiez dans une association, en fait, souvent, les victimes abandonnent leur hobby, n'ont plus le temps, parce qu'il y a absolument tout le temps est consacré à cette vie frénétique avec ce pervers narcissique qu'il faut suivre, ou qui a tout le temps besoin de nous, voilà. Pour tout un tas de choses, pas uniquement pour l'aider, ça peut être pour nous consulter, ou pour qu'on soit tout le temps, pour qu'il soit omniprésent dans notre vie, y compris quand il n'est pas là, quand il n'est plus là, ou quand elle n'est plus là. Donc, sortez, voyez des amis. L'ami ou les amis peuvent jouer aussi le rôle de tiers qui va vous permettre de prendre du recul. Déjà, si vous n'êtes plus chez vous, si vous n'êtes plus en contact dans les lieux où il ou elle a l'habitude d'aller, ça va être votre espace à vous, donc ça va vous permettre de vous sortir de la situation. Mais prendre le recul, c'est aussi avoir l'avis d'un tiers, avoir un autre regard. Quelqu'un qui va vous dire « mais ça, c'est pas normal, t'acceptes ça ?» Ce que, justement, vous ne voyez pas, parce que quand on est le nez dans le guidon, dans la situation, on ne se rend pas compte que les choses sont anormales. On ne se rend pas compte que c'est anormal, par exemple, d'être dévalorisé en public, ou d'être dévalorisé tous les jours. C'est anormal. Donc on s'en rend plus compte quand on est dans une agression permanente comme ça. Donc l'avis d'un tiers qui n'est pas complice, il faut absolument que ce soit quelqu'un qui n'est pas dans cette relation, ou alors qui a un avis divergent, ou qui n'entre pas dans tout ça, qui n'est pas dans l'emprise, c'est-à-dire que le pervers narcissique n'a pas pris dans ses filets.
Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de halo, je dirais. C'est-à-dire que le ou la perverse narcissique souvent essaie de vous isoler. De vous isoler de vous-même, de vous isoler de vous-même et de tout ce que vous êtes, c'est-à-dire de vos activités que vous avez l'habitude d'avoir. Et puis aussi, ça peut être aussi de votre travail, en vous faisant changer de travail, changer de collègue, etc. Changer d'amis, changer de ville. Voilà. Elle essaie de vous isoler. Mais elle essaie aussi, oui, il essaie de vous isoler de la réalité que vous vivez. Pour que vous ne voyez pas que vous êtes en train d'être agressé constamment. Et pour que ça soit possible, c'est encore mieux s'il a des complices parmi vos amis, votre famille, vos proches, y compris vos enfants, vos parents, etc. Et alors c'est une jubilation pour lui ou pour elle, et c'est très 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 souvent, c'est vraiment classique dans le cas des pervers narcissiques, c'est qu'ils entrent dans une famille. Ils ne vont pas vous agresser uniquement sur vous. C'est pour ça que tous les conseils qui sont donnés uniquement par rapport à vous ne sont pas bons, parce que c'est tout un système. Lorsque vous tombez sur un pervers ou une perverse narcissique et que ça devient votre conjoint, votre conjointe, votre compagne, votre mari, votre femme, etc., c'est que en fait, c'est toute une famille qui va être phagocytée. Voilà. Toute une famille qui va être sous emprise. Alors une emprise plus diffuse, d'accord, par rapport à vos proches. Elle sera plus diffuse. Mais il va faire en sorte que vous vous brouillez. Alors que ça peut être lui ou elle qui sera à l'origine, ou alors vous qui allez être à l'origine de brouille avec votre famille, avec vos proches, etc. Mais peu importe. Mais il va se débrouiller, même si c'est vous qui en êtes à l'origine, c'est parce que lui ou elle vous aura dit qu'il a dit du mal de vous, ou, ces gens-là ne vous méritent pas, ou etc. C'est-à-dire qu'il aura essayé de vous manger le cerveau, en gros, hein, d'accord? De vous laver le cerveau, de vous le retourner comme une crêpe. Voilà. Et donc, en fait, il fait la même chose avec vos proches, en disant des choses sur vous pour provoquer des conflits, des choses comme ça, en manipulant tout le monde. Donc un pervers ou une perverse narcissique manipule tout le monde. Et c'est ça qui est difficile parce qu'après, il va falloir, quand vous allez partir, pouvoir expliquer à votre famille ce qui vous arrive. Or, si votre famille est encore sous emprise ou très influencée, comme il aura pris soin de bien lui laver le cerveau pour qu'elle ne vous voit que sous un certain aspect, ça va être très difficile. Donc, il faut être fort à ce moment-là, quand vous allez partir. Et on n'est pas fort quand on est sous emprise. Donc, durant cette préparation, allez voir un coach, un psy, des gens qui peuvent vous aider, qui sont avec vous et qui vont vous aider durant cette période de transition. Et cette période de transition, elle comprend la préparation que vous êtes en train de vivre maintenant, la séparation elle-même et la période juste après. Voilà. Parce que ce sont des périodes où vous allez être le plus fragile, vous aurez énormément besoin de soutien, énormément besoin d'encouragement, parce que vous serez vraiment isolé et vous pouvez être seul contre beaucoup de personnes. Ne vous inquiétez pas, après, il y aura des personnes qui vont comprendre. Il faudra un certain temps. Voilà. Si vous êtes avec vos enfants, c'est pareil. Les enfants peuvent être influencés. C'est ce qui sera le plus dur à vivre. Mais ça peut être aussi vos parents, ça peut être vos amis. Il va falloir donc couper court avec les personnes qui sont en relation avec ce ou cette perverse. Et ça, il faut bien le comprendre et il faut bien le préparer. Ça n'est pas impossible. Beaucoup de gens se défont de ces relations d'emprise, arrivent à se défaire de ces relations d'emprise, même si c'est difficile. Mais pour éviter de tourner en rond et dans tous les sens, il faut être accompagné. Vraiment, il faut être accompagné de plusieurs sortes de professionnels et de plusieurs sortes d'amis, c'est-à-dire des amis que vous avez au travail, c'est-à-dire avoir des personnes ressources au travail, des personnes ressources parmi vos amis, même si ce n'est qu'un ou qu'une, et puis que vous en changez en cours de route, peu importe. Voyez, ces personnes vont être des personnes ressources pour vous.
D'ailleurs, à ce moment-là, quand vous êtes en situation de détresse, puisque c'est le cas, vous n'êtes pas capable de donner. Ce sont des amis, il faut bien leur faire comprendre que dans ce moment-là, vous avez besoin de leur aide, mais que vous n'allez pas être capable vraiment de donner tout autant qu'eux. Voilà. Et ça sera une preuve justement d'amitié de leur part, de pouvoir vous supporter, on va dire, à cette période. Et Dieu sait si elle est difficile. Donc prenez soin de vous, voyez des amis, trouvez des personnes ressources, faites des démarches pour savoir comment vous en sortir, etc. Pour préparer les choses, mais aussi pour vous soutenir sur tous les aspects, c'est-à-dire psychologiques, financiers, matériels. Voilà. Trouvez des personnes chez qui vous pouvez habiter, pas seulement une ou deux, mais voilà, mais en avoir deux sous le coude au cas où, en cas de crise, si vous devez partir très rapidement, par exemple, ou même si vous préparez votre coup à l'avance. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions pour les personnes qui s'intéressaient à savoir comment faire quand on ne peut pas partir. Sachez que si vous ne pouvez pas partir tout de suite, il le faudra à un moment donné, c'est que provisoire. Mais les choses vont se décanter, il ne tient qu'à vous d'aller chercher tous les moyens et vous allez en trouver. Voilà, je vous encourage et puis si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'écrire à pntheory@gmail.com. Je m'excuse pour la voix un peu rauque que j'ai, j'enregistre très tard dans la nuit, mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo puisque je fais tout un tas de choses en ce moment et j'ai peu de temps devant moi, mais c'était important pour moi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Surtout prenez soin de vous, croyez en vous. À bientôt.